Brestoise, la Ligue des Champions c'est bien, mais le Stade Brestois c'est mieux. Bienvenue dans ce 43e épisode de Brest On Air. Comme d'habitude, c'est l'équipe qui est de retour avec Yann et avec Fanche. Fanche de retour de Strasbourg. Absolument, je suis parti en repérage, voir nos adversaires directs pour l'Europe évidemment. En tout cas, content que tu sois de retour, puisque évidemment la canicule et les personnes âgées, évidemment que tu es... on n'était pas sûr de pouvoir te retrouver. C'était compromis à un moment donné. Mais tu es là, et tu as même posté du contenu, puisque avec notamment la photo de la boutique de Strasbourg qui met en valeur les meilleurs clubs français. Absolument, avec l'écharpe du match Strasbourg-Stade Brestois, pour lequel je devais d'ailleurs aller, qui n'aura jamais eu lieu finalement cette saison. Les doubles écharpes évidemment qui sont l'un des cancers évidemment du football, et Strasbourg qui en fait même pour le Stade Brestois. Strasbourg qui a sur le pan de sa boutique une grande photo, ça je l'avais pas mis sur le compte Twitter, mais une grande photo de leur nouveau maillot avec Ibrahima Sissoko qui est en vedette finalement, il est tout seul, ça faisait quelque chose de voir un joueur formé à Brest. Il a prolongé il y a pas très longtemps. En espérant qu'il soit vendu très cher. Mais en tout cas oui, la canicule n'a pas eu raison de moi. Vraie réflexion. Quand il fait si chaud, vraiment, il faisait des jours où il faisait 36, 37, 38 degrés. Comment les mecs font pour s'entraîner sérieusement là-bas par rapport à ici ou alors c'est moi qui suis complètement intolérant à la chaleur. Mais... Peut-être qu'ils adaptent les horaires d'entraînement. Ah mais je te jure, mais même le matin à 8h, il est plus chaud qu'ici à 15h. C'était un délire. Après c'est peut-être la semaine comme qui a fait que... mais... De toute façon, ils sont Covidés à Strasbourg, donc ils ne s'entraînent pas. Effectivement. Et on espère que je ne le sois pas. Et donc, outre Fonche, évidemment, nous avons évidemment Yann qui est avec nous. Salut Yann. Salut. Et pour répondre à ton interrogation sur la chaleur, moi j'ai une proposition très simple. Demande-le à notre nouvelle recrue qui vient de Nice, donc il doit bien connaître les très fortes chaleurs. Oui, mais il ne s'entraînait pas avec le groupe, donc on ne sait pas dans quel état physique il était, même s'il a joué contre Guingamp, donc ça a l'air plutôt d'aller correctement. On va commencer avec un débat, donc plutôt une présentation d'une nouvelle recrue, puisque c'est toujours un événement, une nouvelle recrue. Donc c'est Christophe Herrel qui débarque à Brest pour 4 ans, c'est ça? C'est la norme, j'ai l'impression, sur ce mercato. Il y a eu 5. Honora 5. Ouais. Une belle recrue, un homme d'un fort beau gabarit, qui arrive à Brest, et Herel qui vient pour soulager une défense qui manquait de personnel. Donc une des priorités du recrutement est cochée sur la liste de Grégory Lorenzi. Donc on va pouvoir passer peut-être au problème offensif. Donc après cette petite présentation de Christophe Herel, on parlera très brièvement même, puisque certains d'entre nous n'ont pas pu le voir parce que le Stade Rennais ne sait pas comment diffuser un match amical sur Internet. Donc on en parlera de ce qu'on peut. Et on parlera avec Gauthier Leroux, dont vous avez peut-être vu les photographies, puisqu'il est donc photographe à la fois au Stade Brestois et un peu au Télégramme également. Et on discutera un peu de son métier, de sa passion autour de la photographie sportive. Pas que d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il a fait des très belles photos du Tonnerre l'autre jour. Et oui, tout à fait. On peut lier ça avec le Tonnerre de Brest, bien sûr. Donc... Ça va à une vitesse dans ta tête, c'est impressionnant. Alors, Christophe Herel de vacances et je reviens complètement. Ça sert à ça finalement. Ça sert à ça. Pas de vacances pour Christophe Herel en revanche, qui vient donc d'arriver à Brest, donc un défenseur central de 27 ans, qui aura bientôt 28 ans puisqu'il est né le 22 août, formé au FC Sochaux, passé par Colmar, Créteil 3 et donc Nice. Et comme je disais, donc Christophe Herel qui vient pallier un des grands manques du Stade Brestois depuis la blessure de Denis Bain au poste de défenseur central. Donc j'imagine que comme la très grande majorité des supporters brestois, vous êtes satisfait de cette nouvelle signature. Au-delà même du joueur même, je pense que c'est le standing de la recrue qui est très satisfaisant. Parce que là, on va quand même chercher un mec qui était loin d'être ridicule dans un Nice qui joue l'Europe depuis 2-3 ans. On arrive à mettre 4 millions sur un défenseur, ce qui n'est pas anodin. Puis non, c'est une valeur sûre. Parce qu'on est riche. Ce sont les légumes. Voilà. Mais non, c'est une valeur sûre depuis 3-4 ans, et au final, on arrive à le sortir, on arrive à le convaincre. C'est très satisfaisant là-dessus. Moi, j'ai également noté sur ma petite fiche de préparation qu'il y avait beaucoup de raisons d'être satisfait. Parce que, en fait, je vois pas d'ailleurs de raison de ne pas l'être, finalement. Ça me semble être un joueur qui coche plusieurs choses qui nous manquaient, finalement. L'expérience en Ligue 1, parce que déjà, plus de 80 matchs en Ligue 1 joués par Christophe Herel, donc je pense que c'est un poste qui demande un petit peu d'expérience, surtout pour accompagner à la fois Chardonnay ou Duverne, qui, eux, en manquent un petit peu à ce niveau-là.
Tu parlais de son gabarit. L'année dernière, on avait noté à plusieurs reprises qu'on était très friable sur les coups de pied arrêtés, notamment défensifs. Et on sait que par exemple, Gauthier Larsonneur, c'est pas son point fort, des sorties sur les corners, etc. Donc je pense qu'il peut, du haut de son 1m88, c'est ça, Quentin ? Oui. Nous aider beaucoup dans ce domaine-là. À la fois défensivement et offensivement, on le verra tout à l'heure, parce que j'ai quelques statistiques intéressantes à moi, je te laisserai développer sur ce sujet, du coup. C'est un joueur, je pense, également, qui va être complémentaire de Jean-Kévin Duverne ou de Brendan Chardonnay. Plus de Jean-Kévin Duverne, je pense. Quand on connaît l'importance d'une paire de centraux, je pense que la complémentarité Duverne, peut-être plus relanceur, plus habile avec le ballon, et qui va être associé donc à RL, qui lui sera peut-être plus qu'on pourrait dire stopper de l'époque, à la limite, beaucoup plus dur sur l'homme, etc. Donc je pense, voilà, complémentarité, expérience, gabarit, 3 caractéristiques qui sont pour moi des vraies raisons d'être très satisfait de l'arrivée de Christophe. Et qualité. Et qualité. On est sur un bon joueur. Là. Voilà, c'est ça. Justement, ce que j'avais noté, parce qu'on voit sur Internet des gens qui disent ouais, bon, Nice ne le conserve pas, etc. Je vois là, tu disais, Yann, à fort juste titre, que Nice, c'est un club qui joue l'Europe depuis plusieurs années. Et pour moi, le fait qu'il quitte Nice, c'est pas un problème. Voilà, il quitte un club qui a des ambitions supérieures aux nôtres. Il sera tout à fait adapté à notre club à nous. Et avant d'aller plus loin, on a discuté avec un supporter niçois, donc un invité de marque, puisqu'on a eu Sky, un des supporters niçois qui participe au podcast Avanti Nissa, qui nous a présenté un peu la nouvelle recrue brestoise et décrit un peu son passage du côté de Nice, et lui aussi on est plutôt satisfait. L'écrasante majorité d'ailleurs des Niçois était plutôt satisfait, alors pas déçu de le voir partir, mais comprenait que son club devait peut-être passer un cap, c'est ça, ouais. Mais était quand même triste de le voir partir parce qu'il avait été plutôt bon. Et il est niçois en plus. Et donc Sky est plutôt d'accord avec cette analyse générale, et justement on va l'écouter très rapidement, et on continue sur Christophe Herrel juste après. Alors, nous sommes donc ici pour parler du cas de Christophe Herrel, transfuge de l'OGC Nice vers le Stade Brestois. Sky, tu as vu Christophe Herrel évoluer pendant 2 ans côté de l'OGC Nice. Aujourd'hui, il part à Brest pour 4 millions. Tu vas peut-être démarrer avec ça d'entrée. Le prix, ça te convient ou t'es un peu déçu? Non, je pense que c'est le juste prix. C'est plus ou moins ce qu'on avait investi lors de son arrivée en provenance de Troyes. C'est un joueur qui est certes placardisé aujourd'hui à Nice, qui était absent du stage de pré-saison et qui était placé sur la liste des transferts. Mais c'est un joueur qui a fait 2 saisons pleines aussi, donc c'est pas un boulet, mais on pouvait pas non plus en exiger des sommes folles vu on l'avait mis nous-mêmes sur la touche. D'accord, mais justement 50 matchs en 2 saisons, c'est plutôt bon. Mais comme tu le dis, il a été placardisé. T'as une explication là-dessus? C'est un souci de comportement ou peut-être juste pas forcément le niveau pour le projet que Ineos veut bâtir? C'est un peu des deux. Je pense pas que vous aurez des soucis de comportement avec Christophe Herrel. Ça n'a jamais été quelqu'un de vraiment problématique dans le vestiaire. Je pense pas que c'était quelqu'un de précieux non plus dans la vie de groupe. Déjà, je suis pas dans l'intimité du vestiaire, mais c'est un joueur sur lequel on a misé aussi, je pense essentiellement parce qu'il est né à Nice et je pense qu'il était sincèrement attaché au club. Il n'a pas passé le palier bon joueur de Ligue 1 qu'on aurait aimé qu'il passe. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a des attentes différentes et puis il y a de la concurrence à son poste qui font que on a un joueur en trop et c'est tout naturellement lui le plus âgé qui part du coup. Maintenant, on n'a jamais vraiment eu à se plaindre, mais je le vois pas devenir par exemple un leader de groupe au Stade Brestois non plus. D'accord. Mais du coup tu confirmes quand même que sur le papier ça semble être une bonne recrue pour jouer le maintien? Alors, pour jouer le maintien et même plus, vraiment, ce que j'aimerais dire aux supporters brestois aujourd'hui, c'est que Christophe Herrel, nous, il part parce que l'OGC Nice a d'autres ambitions, notamment jouer le top 5 et essayer de performer en Coupe d'Europe, et on pense qu'il a atteint un plafond qu'on n'arrivera pas à lui faire dépasser, et du coup on peut miser sur plus jeune et avec un plus fort potentiel, mais je pense que tu ne trouveras pas de supporters niçois aujourd'hui qui vont dire vraiment du mal de Christophe Herrel sportivement. Je pense qu'il y en a même davantage qui vont le regretter, et encore une fois côté attachement au club va forcément jouer.
Mais c'est un joueur que j'aurais vu dans un club qui jouait entre la 5e et la 10e place. Donc je pense même que c'est un bon coup pour Brest. Le seul petit bémol que j'aurais, et encore c'est vraiment difficile d'appeler ça un bémol, je suis pas sûr que Christophe soit un bourreau de travail. Donc à voir dans une équipe qui joue le maintien comment il va se comporter. Mais il faut rappeler qu'il venait de Troyes avant Nice, que les Troyens n'ont pas eu à s'en plaindre. Donc je pense que Brest est quand même un niveau au-dessus que ce qu'était Troyes à l'époque. À mon avis, vous en serez satisfait. Juste peut-être un point qu'il n'a pas forcément eu trop la possibilité de jouer à Nice et l'inséance, c'est-à-dire des matchs vraiment au coup près où ça peut être une dernière journée sur laquelle tu dois te maintenir, etc. Tu penses qu'il a le coffre, notamment mental, pour jouer ce genre de match où tout se joue à une minute, une action? On a beaucoup de soucis à l'OGC Nice avec des joueurs on a un peu des faillites mentales sur des moments clés, qui sont certes pas le maintien, mais tu sais, il y a toujours des moments dans les matchs charnières où il faut un peu mettre le pied ou se ressaisir. Je vais te faire un peu la même réponse que tout à l'heure. Je pense pas que Christophe Herrel sera un mec capable d'élever le groupe. C'est pas, pour citer un autre ancien niçois et brestois, ça sera pas Paul Bass, tu vois, avec qui tu peux aller à la guerre. Par contre, c'est pas le mec qui va couler sous la pression. Je vais te citer un exemple. Le Marseille-Nice au Vélodrome, après le départ de Balotelli à l'hiver, l'année dernière, c'est un des deux seuls avec Malansar qui y sont rentrés dedans, qui n'ont pas hésité à la mi-temps dans les vestiaires à se friter avec lui, qui n'ont pas hésité à répondre aux insultes et aux coups sur le terrain. Donc c'est pas un joueur qui va se cacher et qui va plonger. Mais je vois pas comme un capitaine en puissance, par exemple. On va peut-être passer juste maintenant sur l'aspect purement sportif. Je pense pas faire injure aux supporters de l'OGC Nice en disant que ces 2 dernières saisons sous Patrick Vieira, les défenseurs n'étaient pas forcément dans un rôle très offensif, très joueur. Non, effectivement. Et justement, c'est plutôt l'inverse à Brest. Tu penses qu'il est capable d'avoir ce nouveau profil qui soit au final premier relanceur, ce qui n'était pas forcément le cas du côté de Nice? Je pense qu'il vaut mieux l'associer à un joueur qui a une meilleure qualité de relance. Nous, on l'a associé à Dante qui a une certaine qualité de relance, qui a pu le montrer au top niveau européen il y a quelques saisons. Herrel présentait vraiment l'avantage d'être assez bon au duel, plus mobile, plus rapide que Dante, parce que aussi plus jeune, et d'être en capacité d'interception assez vive. Après, en première relance, j'ai pas spécialement remarqué qu'il était anti-doué de ce côté-là, mais je pense qu'il vaut mieux l'associer, comme je te disais, en charnière centrale, à quelqu'un qui est plus à l'aise balle au pied. Il a dépanné au poste de latéral droit ces dernières semaines, les dernières semaines avant le confinement à l'OGC Nice. C'est vraiment, vraiment du bricolage. Je pense que ça a aussi un peu participé à son divorce avec Patrick Vieira et avec les dirigeants. Faut pas compter à l'aligner, sauf vraiment pénurie et hécatombe de blessures dans votre effectif. Mais pour moi, c'est vraiment un central droit qui est assez mobile, assez bon au duel et qui fera largement le taf en Ligue 1 face à 15 équipes sur 20. Et que ce soit dans une défense à 2 ou à 3? Il a pu expérimenter la défense à 3 aussi à l'OGC Nice. Il a l'habitude des deux systèmes. Je vois pas de contre-indication. J'ai pas l'impression qu'il soit plus à l'aise dans un schéma que dans l'autre, mais il sera tout à fait capable de s'appuyer sur des latéraux plus offensifs si jamais tu es dans une défense à 3. Je crois pas que vous jouez comme ça, mais par contre il n'aura pas vraiment d'intérêt si vous jouez dans une défense à 5 avec 5 vraiment profils défensifs. Mais a priori, c'est pas trop l'ADN du Stade brestois. Donc que ce soit dans une défense à 2 ou à 3, il pourra participer au premier bloc défensif, faire une relance courte, mais c'est pas lui qui va initier un contre ou une première action offensive. Et sur son aspect purement défensif, tu vois peut-être une des faiblesses à mettre en avant, à prévenir? Non, vraiment, c'est un joueur où sportivement, tu auras du mal à trouver un Niçois qui pourra lui dire, qui pourra y redire quoi que ce soit. Ça a été un bon joueur. Certes, la défense, c'est pas ce qui a le mieux fonctionné ces 2 dernières saisons à l'OGC Nice.
Mais il a gagné sa place à la régulière. Il a mis Malang Sarr sur le banc, même si on sait que Sarr est gaucher, donc c'est un peu compliqué la cohabitation avec Dante. En tout cas, Patrick Vieira ne souhaitait pas utiliser cette option. Il a le jeune Andy Pelmar derrière qui poussait et finalement il a gardé sa place. Donc vraiment pas spécialement de défaut. C'est un vrai bon défenseur central de Ligue 1. Il est assez complet. Il y a cette petit défaut, on va dire, à la relance où il n'est pas surdoué balle au pied. Mais à la fois, c'est un défenseur central, donc ils font plutôt partie des exceptions, ceux qui sont doués à la relance, plutôt que de la norme. Alors encore une fois, un grand merci à Sky de nous avoir accordé ces petites minutes. On a pas mal de chance au niveau de la pertinence des invités, de leur gentillesse également. Donc pour continuer un peu sur Christophe Herrel, comme je le disais avant, la majorité des Niçois comprennent qu'ils doivent partir, mais sont quand même relativement tristes de le voir signer à Brest. Donc ça, c'est quand même rassurant. Hein. Je pense que, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Christophe Herrel évoluer régulièrement. Il a quand même joué 48 matchs à Nice en Ligue 1. Mais on a l'air quand même d'être sur un joueur plutôt solide. Et ce qu'on a vu un peu sur le match amical contre Guingamp mercredi m'a plutôt confirmé dans il a l'air de dégager un truc en défense centrale. Et moi, je l'ai comparé, on a discuté un peu à Ismaël Traoré, un peu en Ligue 2, où vraiment il dégageait une aura sur le terrain, un mec qui semblait dominer son sujet. Alors c'était contre une équipe de Ligue 2, évidemment, puisque c'était en avant Guingamp, mais quand même, il y avait quelque chose qui se dégageait autour de Christophe Herrel. C'était son retour, son premier match dans une équipe, c'est jamais simple. C'est vrai. Il n'a pas joué, ou en tout cas très peu peut-être, je sais pas quelle préparation il a eu. Donc, Exactement, donc voilà. En plus, il arrive d'un club qui joue au football avec Patrick Vieira, un entraîneur plutôt joueur. Il a envie de jouer en tout cas, je ne sais pas s'il réussit, mais l'idée c'est quand même de jouer au football. Donc, il a réussi des belles choses avec un effectif assez limité offensivement, notamment la première année à Nice. Oui, mais Yann faisait la moue, donc j'ai dû argumenter. Oui. Mais c'était quand même pas mal, Nice, ça essaye de repartir de derrière, ça essaye de jouer au foot. Après, est-ce que ça réussit pas. Mais en tout cas, ça va l'aider. Déjà un beau match à Nice l'année dernière, qu'on a fait 2-2, c'était plutôt un beau match. Je sais pas s'il jouait d'ailleurs. Je sais pas. En tout cas, Dante jouait parce que c'est le dernier buteur brestois en Ligue 1 jusqu'à aujourd'hui. Mais pour rebondir sur ce que tu dis... je finis juste, ça va être plus facile pour lui de s'adapter, je dirais, à la méthode d'Aloglio, qui aime lui aussi repartir de derrière au sol. Après, on verra tout à l'heure que c'est peut-être pas le joueur idéal pour repartir au sol, mais que... Voilà, il y a Jean Caquet-Dudu pour ça. Exactement. D'où la complémentarité que j'évoquais tout à l'heure, qui pourrait poindre entre eux. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'ils ont été associés tous les deux ensemble directement en seconde période contre Guingamp. Et pour revenir du coup sur ce que tu disais, Quentin, sur la solidité et la qualité de ce recrutement et du joueur, le recrutement pour l'instant avait manqué un petit peu justement de certitude. On avait Franck Honora qui représentait peut-être la valeur sûre, mais le reste, que ce soit Fèvre, Le Doigt... Et encore, oui, bien sûr, c'est très peu de matchs en Ligue 1. Valeur demi-sûre. Voilà, mais on sait qu'en Ligue 2, il avait performé, il était bon, et on le suivait depuis un moment. Donc je pense qu'on peut avoir certaines certitudes. On va dire il a une expérience du niveau professionnel. Ce qui n'est pas le cas forcément des autres recrues pour l'instant. Pierre Gabriel là, mais il a souvent été blessé, donc Et Tavares a un niveau qu'on ne connaît pas très bien, par Yann qui est le spécialiste ici. En tout cas, avec Herrel, on a une valeur sûre d'un joueur qui a les qualités et le niveau de la Ligue 1. Et pour Brest, je pense que c'est très rassurant. Mais d'autant plus qu'on a 2 défenseurs centraux avec Chardonnay et Duverne qui également sont des joueurs de qualité. Donc là, au niveau du poste de défenseur central, on n'attend plus que le retour de Denis Bain et on sera bon. Et justement, c'est toi qui en parlais, Yann. Ça va peut-être être l'opportunité. Tu disais, Fanch, on a 3 défenseurs centraux de qualité. Alors pourquoi pas évoluer? On sait que Olivier Dalloglio le faisait pas mal quand il était à Dijon, sur une défense à 3. C'est ça. Et puis, comme le disait Sky, c'est quelque chose qu'il a déjà fait à Nice. Puis au final, la seule fois, il me semble, qu'on a joué à 3 derrière, c'était contre Bordeaux en Coupe de la Ligue. Oui. Il me semble. Brendan Chardonnay s'était montré très à l'aise là-dessus. Oui. Et je pense qu'une défense à 3, c'est l'idéal pour un relanceur comme Jean-Kévin Duverne. Donc non seulement on aurait le nom, mais on aurait aussi des profils qui sauraient jouer à 3 derrière. Par contre, je vais juste vous compléter sur le 2-2 qu'on fait contre Nice. Christophe Herrel joue effectivement, mais il joue à droite et ça se passe pas très bien pour lui.
En fait, globalement, je pense que Patrick Vieira l'a fait jouer à droite plusieurs fois la saison dernière, mais c'est un peu à contre-emploi et il faut pas s'attendre à le voir dépanner à droite. Bah, il n'a pas vraiment le profil Non. du latéral droit moderne. En Tu parlais de Traoré tout à l'heure. Traoré, il avait joué aussi quelques fois à droite avec. En Ligue 1 en plus, non? Oui. Il me semble que c'était pas non plus. Vous voyez que c'était pas son poste. Comme Paul Bay, ça sautait aux yeux que c'était pas des joueurs qui étaient faits pour ça. C'était plus un défenseur central mis à droite pour bloquer. Ça peut être une possibilité. On sait que. Enfin, ça peut être une possibilité techniquement, mais pas avec Dalloglio. Voilà. C'est pas vraiment le profil de latéral droit moderne, enfin du latéral moderne en général, comme peut l'être Romain Perrault, qui lui vraiment coche vraiment toutes les cases d'un latéral moderne, mais alors Christophe Herrel, c'est pas du tout le cas. Sauf par exemple contre un PSG où là tu bétonnes, mais tu assumes bétonner, quoi. Donc, Un autre point qui, moi, me paraissait intéressant tactiquement, c'est on entend souvent parler dans les histoires de paires de défenseurs centraux qu'il faudrait un gaucher, un droitier. Là, Christophe Herrel, c'est un autre droitier qu'on rajoute. Moi, j'aime bien dans le sens où j'ai l'impression que ça peut être une possibilité en fait pour Duverne. Enfin, c'est ce qu'on a vu en tout cas sur le match contre Guingamp, c'est que Duverne joue un peu en meneur de jeu en défense centrale avec Herrel qui couvre derrière. Ça lui permet d'être à droite, à gauche, d'orienter le jeu. Et vraiment, c'est un profil dans lequel j'ai envie de voir Jean-Kévin Duverne évoluer. En tout cas, Duverne, il s'est imposé à Brest finalement, parce qu'il commence à prendre sa place finalement à Lille. Quelques temps avant, peut-être c'était contre Strasbourg après le match de Marseille, donc c'était au mois de novembre, et fin novembre, début décembre, et depuis, il n'est plus jamais sorti d'équipe. C'est une progression quand même assez intéressante pour l'ami Jean-Kévin. Par contre, j'ai pas vraiment compris ce que tu voulais dire. L'idée, c'est que si tu as un droitier et un gaucher, même quand tu as le ballon, le gaucher va rester sur la partie gauche du terrain, le droitier va rester sur la partie droite. Et là, visiblement, ce qu'on a vu contre Guingamp, c'est que tu avais plus un Duverne qui était devant, qui balayait un peu de gauche à droite pour orienter le jeu, et un RL qui restait derrière en sorte de couverture. Donc en gros, un stopper et un libéraux, tu veux dire? Oui, au sens propre du terme, mais qui permet de donner plus de liberté en fait à Jean-Kévin Duverne. Enfin, Duverne restait quand même relativement plus souvent sur la gauche. En tout cas, il y a eu une question là-dessus dans la conférence de presse d'Aloglio. Il y a un journaliste qui avait vu justement que les deux avaient permuté en milieu de deuxième période, que RL était passé axe gauche et Duverne axe droit. Mais non, c'était vraiment situationnel, quoi. C'était vraiment sur une action. C'était pas une consigne voilà, c'était juste périodique. Et, voilà, c'est arrivé sur une action et peut-être justement RL devait couvrir Jean-Kévin Duverne. Il était resté sur le même côté. Voilà. C'est un truc, mais après voilà, si tu veux innover tactiquement. Pep Yann, pas de souci. Moi, je peux pas vous donner mon avis sur le match d'RL contre Guingamp. Faute à la SNCF qui ne met pas de Wi-Fi dans les trains. Alors, quelques petites statistiques, n'en déplaise à Damien Périnel, qui n'est pas très recrutement sur statistiques, mais quand on ne connaît pas un joueur, c'est quand même assez utile. Ça donne un portrait assez vulgaire d'un joueur. Maintenant, voilà, j'ai pas trop vu jouer Christophe Herrel, à part sur des temps forts, des highlights sur YouTube et contre Guingamp hier, donc je me suis un peu noyé sur ses stats. Ses stats un peu plus poussées, évidemment les 48 matchs qu'il a joué à Nice, tout le monde les a. 46 titularisations, 3 buts, 0 passes, donc 3 buts qui sont apparus la saison dernière. Donc on a un but où il était visiblement arrière latéral droit, et là c'est une montée, il trouve un relais avec Dolberg je crois, et ensuite il va battre Vincent contre Toulouse. Ouais, René. Il est plutôt d'ailleurs assez étonnamment la finition est belle devant le but, ouais, la finition est digne d'un buteur. Après c'est contre Toulouse, donc évidemment même nous on en a mis 5. Je crois que Toulouse était à 9. 2 buts sur coup de pied arrêté, des buts de renard, il n'y a pas de tête, mais c'est quelque chose qui ressort, c'est vraiment le côté dangerosité de Christophe Herrel sur le coup de pied arrêté offensif, puisque notamment sur sa première année à Nice, en 2018-2019, où globalement toutes ses stats sont supérieures à celles de l'année dernière, c'est aussi valable pour ses tirs sur 90 minutes, puisqu'il était à 0,55 tirs sur 90 minutes, donc ça fait 18 tirs, dont 14 de la tête, donc ça montre que voilà, c'est pas des tirs de loin, à moins qu'il ait fait les têtes de 30 mètres, mais c'est ce qui est très, très improbable, donc ça montre vraiment que c'était des tirs qui venaient après un coup de pied arrêté. Et pour un élément de comparaison, le meilleur à ce niveau-là l'année dernière du côté du Stade Brestois, c'est Brendan Chardonnay qui a 0,33 à tirs par 90 minutes, donc c'est beaucoup moins. Et encore pire avec Denis Bain et Jean-Charles Castelletto qui sont à 0,15 tirs par 90 minutes, donc là c'est vraiment... Et un but chacun il me semble. C'est ça. Globalement, Christophe Herrel est beaucoup plus dangereux. Alors peut-être qu'il y a des meilleurs tireurs de coups de pied arrêtés à Nice, c'est aussi une possibilité. Mais globalement, Christophe Herrel est beaucoup plus dangereux que nos défenseurs centraux ne l'étaient l'année dernière. Il a quand même pas mal pris de cartons.
puisque il a pris comme 12 cartons jaunes sur ces 2 années à Nice et 2 cartons rouges. D'ailleurs, c'est un point sur lequel on voulait revenir avec Yann, puisque Sky l'a mentionné, il me semble. C'est son caractère. Il se laisse pas trop faire sur le terrain, donc ça c'est bien, parce qu'on le mentionnait aussi l'année dernière qu'il y avait quelques manques à ce niveau-là. Enfin, il faut être un peu plus malin sur le terrain et se faire un peu plus, roublard, un peu plus d'expérience, quoi. Il a notamment mis une claque à Leandro Paredes l'année dernière contre Paris. Bon, il a pris un rouge, mais c'est la conséquence du geste, il n'y a pas de souci, mais ça montre qu'il se laisse pas faire et que... Dans une équipe qui joue le maintien, c'est important d'avoir ce... Enfin, je dis pas de péter des plombs comme ça, mais d'avoir du caractère à certains postes. Et peut-être que l'année dernière, nos défenseurs centraux peut-être été un petit peu trop polissés, que ce soit Bain ou Castelletto, c'était pas non plus des gros caractères, je trouve, sur le terrain. Et puis surtout, sur cette ligne-là, l'an dernier, Romain Perrault qui avait un peu de mal à s'affirmer, il ne le montrait pas forcément, mais du coup, ça faisait qu'on n'avait aucun caractère derrière. Pas vraiment de leader, finalement. Voilà. Là, cette année... Finalement, on en a presque 2 déjà, avec Duverne et RL. Ça. Est-ce qu'on sait si RL parle? Sur l'amical contre Guingamp, c'était pas lui qu'on entendait le plus, mais on l'entendait de temps en temps. On verra après. De toute façon, on aura l'occasion de l'entendre, puisqu'il n'y aura pas de bruit dans le stade. Donc, on se dit, s'il y a toujours Sébastien Cibois pour gueuler H24 derrière, on l'entendra pas beaucoup. Et encore, il n'y a plus de Novan Léon. Oui. C'était quelque chose. Là, il aurait mis l'ambiance à lui tout seul, c'est incroyable. Alors, un peu plus de stats au niveau possession du ballon, c'est important, puisqu'on a quand même un coach qui aime repartir de derrière et qui prend pas mal de risques avec le ballon, donc c'est important quand même d'avoir des défenseurs centraux qui sont plutôt à l'aise avec le cuir. Et alors à ce niveau-là, Christophe Ferrel, c'est quelqu'un qui ne va pas prendre de risques, quelqu'un qui va plutôt donner le ballon à ceux qui savent l'utiliser, ce qui est en soi plutôt une qualité. Mais qui arrive quand même à prendre l'espace, qui arrive à faire avancer un bloc balle au pied, mais qui après va la donner au mec qui est 2 mètres à côté de lui. Justement, il a donc sur ces deux années niçoises, il a 89,5% de passes réussies, donc c'est plutôt très bien, avec très peu de pertes de balles, mais on sent qu'il était plutôt pour la donner à Dante à côté de lui que vraiment prendre des risques par lui-même. Mais de l'autre côté, c'est qu'il fait vraiment très très peu d'erreurs. 0 erreur qui amène un but, 0 perte de balle qui amène une frappe adverse l'année dernière, une seule il y a 2 ans. Donc là-dessus, on est plutôt sur un mec qui prend pas de risque et qui est plutôt propre avec le ballon. Après, j'imagine qu'à Brest, il se fera peut-être plus presser qu'à Nice, donc c'est quelque chose qu'il faudra continuer à monitorer. Et défensivement, évidemment, donc c'est un joueur plutôt grand et plutôt bon de la tête avec environ 62% de duels gagnés sur ces 2 années niçoises, environ également 4 dégagements par 90 minutes et 3 tacles plus interception pour 90 minutes. Donc globalement, c'est quand même un mec qui a très peu de points faibles. Il est aussi rapide, ça ne peut pas vraiment le quantifier avec des stats, mais c'est quelqu'un qui peut couvrir. On l'a vu notamment hier contre Guingamp. Si on dresse un portrait assez vulgaire, comme on l'a mentionné avec les stats, c'est quelqu'un qui est donc grand, 1m88 et qui fait encore un peu plus grand. Hier, notamment contre Guingamp, c'était assez palpable. C'était vraiment quelqu'un qui semblait dominer au niveau de sa taille et au niveau de son gabarit plus généralement. Quelqu'un donc qui est dangereux sur coup de pied arrêté offensif, qui ne prend pas de risque avec le ballon, mais qui reste propre. Donc c'est toujours important, d'autant qu'on a Jean-Kévin Duverne à côté qui est là pour lui prendre des risques et qui le fait très bien d'ailleurs dans ses matchs amicaux. Quelqu'un qui ne fait pas de grosses erreurs, quelqu'un qui est bon dans le duel mais peut-être pas non plus très bon, c'est peut-être son plafond de verre. Et globalement un très bon défenseur et qui apparaît comme 4 millions d'euros plutôt très bien dépensés sur le papier en tout cas. Et surtout qui a montré tout ça en Ligue 1. C'est notre première dans ce sens-là. Pour moi, c'est notre meilleur recrue pour l'instant. Et dans un très bon club. Oui. Donc voilà, notamment sa saison 2018-2019 où il était vraiment, en tout cas statistiquement, le meilleur défenseur central en tout cas de Nice devant Malang Sarr, devant Dante. Il était vraiment au-dessus de ces joueurs-là en tout cas statistiquement. Et c'est sûrement pour ça que les Niçois sont plus ou moins tristes de son départ parce qu'il avait montré justement qu'il était capable de répondre présent. Globalement, on est plutôt satisfait si on devait mettre la petite note de cette arrivée à chaud, parce qu'évidemment on sait que un recrutement ça ne se juge pas sur ces 3-4 premiers jours. Plus qu'une note, peut-être une appréciation, parce qu'une note tu l'avais sur 10, sur 5, sur 20 C'est vrai que tu es plutôt un adepte. Non mais je sais pas. Non mais après une note c'est difficile à mettre sur une lettre. Ah bah moi je dis A. Si tu dois mettre une note, pour moi c'est un recrutement pour Brest. Un défenseur de ce type-là, ouais, c'est un A si tu veux, ou un très positif ou un très bien, ouais. Moi, comme j'ai dit, c'est Félicitations du jury.
Félicitations, ils les auront à la fin de la saison, si jamais ils les méritent. Attention, le A peut tomber en B, C ou D. Hein. Comme j'ai dit, pour moi, c'est notre meilleur recrue jusqu'ici. J'ai hâte d'aller avec lui en Europa League. Très bien. Et toi Moi, oui. Bah, en tout cas, je le connais pas. Je l'ai pas assez vu jouer pour vraiment noter cette recrue. Mais en tout cas, sur ce que je vois, sur ce que j'ai pu apprendre de Christophe Herrel, on est sur une recrue de qualité. Voilà, recrue de qualité. Ma note serait de qualité. Donc, dossier plutôt bien maîtrisé par Greg Lorenzi. On n'a pas entendu parler vraiment beaucoup avant que ce soit officialisé. Finalement, un peu comme Tavares, juste quelques jours avant. Un petit peu plus pour Herrel, mais ça s'est fait... On ne sait pas s'il y a vraiment des concurrents sur le dossier. On avait un peu vu Metz, le républicain lorrain, qui avait sorti une info comme quoi Metz était relativement intéressé. Voilà, on ne sait pas vraiment à quel point, quelle intensité Metz était-il intéressé. Si Lorient, éventuellement. Ah oui, c'est vrai. Bah, Lorient qui... Là, 4 millions, c'est un peu cher pour eux, là, je pense. Donc Christophe Herrel, plutôt bon contre Guingamp hier. Donc Fonche, transition toute trouvée pour les matchs amicaux. Donc une semaine, 7 derniers jours plutôt, avec 2 matchs amicaux. Donc une défaite face à Rennes, c'était à Vannes. Une défaite de buts à 1 avec un but brestois signé Rafiki Saïd. Donc son premier but en pro. En tout cas, pas dans les matchs officiels, mais avec le groupe professionnel. Et même chose pour Kylian Benvindo. Donc mercredi, contre Guingamp, c'était à Francis Lebé à huis clos pour une victoire, 1-0. Donc, comme je le disais en introduction, on n'a pas vu grand-chose de ces matchs, notamment celui contre Rennes, où la première demi-heure était littéralement inregardable, puisque ça frisait toutes les 5 secondes pour, on aurait dit, un stream de basse qualité. La deuxième mi-temps, on l'a vu. Le match contre Guingamp, tu l'as vu Yann, pas toi Fanche. Non. Bon, on va donner 2-3 trucs, puisqu'on sait que les matchs amicaux, c'est pas vraiment l'équipe première qui évolue. C'est difficile de tirer des éléments vraiment concrets de ce qu'on peut voir, même avec l'équipe première. On ne sait pas vraiment à quelle intensité elle joue ces matchs amicaux. La seule vraie mi-temps qu'on a joué avec l'équipe entre guillemets type, ce serait la première contre Rennes. Et on ne l'a pas vu. C'est frustrant. Mais à part ça, toi t'as vu le match contre Rennes, Yann ? Non, dégoûté par le stream, très basse qualité. Même le stream de l'AL Cotonou qu'on salue contre Port-Salle était meilleur. On peut peut-être débriefer ce match. Globalement, on a vu un Brest-Rennes plutôt sérieux des deux équipes sans vraiment briller. Les 3 buts sont arrivés quand les titulaires sont des deux côtés sortis. Mais d'un côté, on a vu également que Rennes avait battu Saint-Etienne hier, donc que Rennes était plutôt en bonne forme. D'ailleurs, 3-0. Voilà, c'était sérieux. C'était vraiment pas brillant. On a toujours du mal, je trouve, à se procurer des occasions. Chose qu'on a également eu du mal à faire contre Guingamp, mais avec des joueurs un peu moins, qui devraient moins jouer cette saison. Donc voilà, globalement un match sérieux, voilà, pas de brillance. On va dire que avec la meilleure équipe, on a tenu en échec le Stade Rennais, sans vraiment concéder de grosses occasions. On a vraiment par contre eu du mal à poser le ballon. Rennes a fait plutôt un bon pressing et on avait du mal à se tirer de ce pressing-là. De ce que j'ai vu, la pelouse avait l'air assez sèche aussi, donc pour la circulation du ballon, c'est peut-être un petit peu, Totalus, un petit peu compliqué. Je ne sais pas si il y a de l'arrosage automatique à la Rabine, mais c'est vrai que en tout cas, là, on a l'impression que le ballon rebondissait vraiment beaucoup. Donc ce serait le signe d'un terrain assez sec. Contre Guingamp, Yann, cette fois, tu l'as vu. Oui. J'ai eu cette formule à la fin du match, je peux dire qu'au final, c'était peut-être notre pire amical, en tout cas de ceux que j'ai vus, mais ça restait tout à fait correct. À mon sens, c'est toujours très plaisant de gagner contre Guingamp, mais sur le coup, c'était pas forcément mérité. Un match nul aurait été plus logique, peut-être. Il touche 2 fois le poteau, 1 fois la barre. Mais c'était Guingamp, club de Ligue 2. Hein. Club de Ligue 2. Donc c'est une victoire contre un club de Ligue 2. Est-ce qu'on peut en tirer des enseignements ? C'est difficile à savoir. Après, il n'y a pas du tout l'effectif, l'équipe type alignée au coup d'envoi non plus. Donc, non, si surtout, c'est dans le contenu, c'était pas mauvais, ça a juste été différent. C'est toi, Quentin, qui t'es souligné pendant le match, c'était un rythme assez, même très lent, ça prenait pas forcément beaucoup de risques. Voilà, ça a assuré. Et qu'est-ce que ça fait de voir Francis Leblay à huis clos ? Parce que j'ai vu vraiment aucune image, à part le petit gif que t'as posté. On demandera tout à l'heure à Gauthier Leroux. Oui, très bien. Puisqu'il était photographe pour cette rencontre. C'est pas forcément visuellement. J'ai vraiment l'impression de regarder la Coupe de la Ligue, quoi. Ouais. C'est plus sur le plan sonore, moi je trouve que la différence est là. Visuellement, ça me. Je sais pas si au niveau sonore, la Ligue, le diffuseur, donc Mediapro Canal, vont mettre des sons comme ils mettaient à l'étranger. Je pense que oui, mais
Ça Moi, permet je suis plutôt contre ces sons. Parce que ça, du coup, ça fait dire que le supporter dans le stade est pas forcément nécessaire. Mais pour regarder un match, moi personnellement, je trouve quand même que ça apporte un petit truc, ça rend le match moins ennuyeux en tout cas. Bah, c'est peut-être pour ça que je trouvais le rythme lent. D'ailleurs, je me suis posé la question sur Twitter si vraiment un bruit de fond, je sais pas, comme par exemple on écoute de la musique en faisant du sport, peut-être pour trouver un rythme. Est-ce que c'est aussi le cas quand on regarde un match? Est-ce qu'on, avec un bruit de fond, peut-être que le rythme paraît plus rapide? Une question pour nos amis Je pense qu'il y scientifiques. a un petit peu des deux, à mon avis. Mais dans tous les cas, ça me semble quand même bien moins rythmé que le match face à Lorient. Et du coup, on peut en conclure, en tout cas sur ce match de Guingamp, que moi je répète que je n'ai pas vu, mais au regard de la compétition d'entrée de jeu, que le match le plus important de la semaine, c'est celui à venir face à Lille, quoi. En gros, dans l'esprit d'Olivier Dalloglio, ce sera la grande répétition avant le match de Nîmes. Après, important, voilà, c'est relatif. Non, mais ce sera Par rapport aux matchs amicaux. Ouais, mais là, on arrive quand même au dernier match avant la reprise du championnat. C'est fou. Hein. Peut-être, oui, c'est fou. Peut-être que ce match à Lille sera quand même l'occasion là de faire les derniers ajustements avant de rentrer dans le vif du sujet, quoi. A priori, ce sera le premier match qu'on devrait jouer avec l'équipe type. C'est ça, voilà. Est-ce qu'il va sans les blessés. Voilà. Parce que voilà, Honora était à petit Pépin. souci, Cardona n'a joué qu'une demi-heure et apparemment c'était parce qu'il avait justement un petit souci également. Diallo n'a pas joué du tout. Il a été avec un point d'interrogation dans le groupe, mais j'ai pas. Bah, il s'était blessé lui contre Rennes, donc c'est le gros point négatif. Hein, c'est toujours les défaites, c'est pas très grave, mais quand on a des blessures, ça l'est beaucoup plus. Paul Lannes aussi s'est blessé juste avant le match contre Rennes, il n'avait pas joué, et donc on a toujours Gaëtan Charbonnier qui est sur la touche. Qui semble revenir quand même, petit à petit. Exactement. On a fini avec les matchs amicaux parce que déjà on s'en tape, on ne peut pas se mentir. C'est chiant, les matchs amicaux. Personne n'aime ça, j'imagine que les joueurs. Alors exceptionnellement peut-être parce que ça fait 3-4 mois qu'ils n'ont pas joué des matchs contre un adversaire digne de ce nom, on va dire. Je me dis ils prennent plus de plaisir que d'habitude, mais bon, quand t'es match amical, quand tu jouais au foot et que tu devais aller à Port-Salle jouer un match amical, c'était bien, mais bon, c'était pas fou. Mais on va passer rapidement à une petite news, mais ça nous donne l'occasion de mettre le jingle, donc on va passer aux news. Ah, les supporters là, c'est quoi les news ce soir? Alors juste une petite news. Vraiment pour le jingle. Alors juste pour le jingle, une petite news puisque nous D'ailleurs, je pense qu'on pourrait mettre le jingle, même s'il n'y a pas de news, et dire il n'y a pas de news aujourd'hui les supporters. Donc, c'est vrai. Mais bon là, exceptionnellement, juste pour vous dire qu'on a lancé un concours de pronostics sur le site larouste.fr. Hein, rien à voir avec Larousse, rien à voir avec les dictionnaires, mais larouste.fr. Donc voilà, pour vous inscrire, vous inscrivez déjà sur le site internet. Il faudra inscrire un code que vous trouverez sur notre compte Twitter. Je sais pas si on l'a mis sur Facebook ou pas. On va le faire. Voilà, donc vous entrez ce code. Déjà 160 inscrits à l'heure où l'on parle. C'est ça, et donc voilà, un concours de pronostics spécial Ligue 1. Il y aura toutes les semaines de la Ligue 1 à pronostiquer, donc les 10 matchs. Et à la fin, il y aura un gagnant, et peut-être qu'il aura un cadeau. Un cadeau. Peut-être pas. Vraiment. En tout cas, on tâchera de faire un point semaine après semaine. Voilà, c'est ça. Dans chaque on podcast, vous en dira plus. Voilà. Dans chaque podcast, déjà, on vous rappellera qu'il faudra remplir votre grille. Votre petite grille, effectivement. On fera un point sur le classement aussi. Exactement. Même si on sait que c'est moi qui serai en tête. C'est vraiment Déjà, merci au site de la Larousse. Au site de la Larousse et à son créateur qui a été parfaitement coopérant dans toute cette opération et qui va continuer de l'être puisqu'il y a pas mal d'évolutions qui sont déjà prévues, notamment peut-être une application, ce qui rendrait la chose plus facile pour remplir cette grille. Donc voilà, on vous rappellera toutes les semaines qu'il faudra remplir votre grille et qu'il faudra faire les meilleurs choix possibles, évidemment. Sachant qu'on mettra un petit zoom quand même sur les gens qui ont de bons résultats sur les matchs de Et on annoncera peut-être le pronostic que nous allons faire avec notre compte Brestonner, parce qu'on a un compte perso évidemment pour jouer et la se tirer entre les pattes, mais on annoncera peut-être quand même ce qu'on a prévu pour Brest. Exactement, ça évoluera, on sent déjà que là il y a plein d'idées qui arrivent tout de suite à chaud, mais ça évoluera j'imagine selon les semaines. Donc, voilà. La seule certitude, et là c'est une exclue, c'est que ça remplacera la traditionnelle catégorie de Paris qui au final n'est pas forcément... On ne se voyait pas de la continuer. Exactement. Petite nouveauté de 2020-2021. Qui on appellera d'autres peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est le teasing évidemment, c'est important. Il y a des jingles, des concours. Et des interviews. Et de qualité. Des interviews. Ça vous a plu, Michel Padovani? Oui, tout à fait. Et déjà, ça nous fait plaisir parce que nous, ça nous a plu de la faire vraiment.
pour le coup, c'était vraiment une belle découverte, notre ami Michel Padovani. Padovan. Et une nouvelle interview de plus en plus sur ce compte. Et peut-être de plus Les en gens plus intéressants qui se succèdent. Exactement. Avec donc Gauthier Leroux. Vous connaissez peut-être ses photos plus que son nom et surtout son visage. Mais vous allez apprendre à le connaître justement, De toute Gauthier façon, Leroux. sur un podcast, son visage, vous le verrez pas plus que. C'est ça, mais on va vous aiguiller sur ses réseaux sociaux évidemment, où il poste de nombreuses photos, notamment sur Instagram et sur Twitter. Alors déjà, Gauthier, comment vas-tu? Très bien, et vous les gars? Nous ça va, très bien. Je disais donc que tu es un peu sous le feu des projecteurs, avec notamment ton petit thread sur Twitter où tu as mis tes meilleurs souvenirs, entre guillemets, de photographe depuis que tu travailles avec le Stade Brestois. T'as aussi fait les photos de présentation d'Heriberto Tavares et t'étais notamment à Francis-le-Blé, donc mercredi. T'étais l'un des seuls, alors pas spectateur, mais une des seules personnes présentes à Francis-le-Blé, dans un Francis-le-Blé vide. Qu'est-ce que ça fait ce Francis-le-Blé vide? C'est sûr que l'ambiance était assez vide dans un stade qui dégage quelque chose de plutôt assez fort d'habitude. Donc là, c'est sûr que c'était assez spécial. Et qu'est-ce que ça change pour toi en tant que photographe dans ton travail d'avoir des tribunes vides? On sait que par exemple les caméramans, notamment au niveau des angles à la télé, ils essayent d'enlever le plus de places vides. Est-ce que toi aussi tu C'est sur les portraits par exemple ou des trucs comme ça? Sur les portraits, évidemment, on est tenté de les faire des portraits plus serrés parce que, moi j'aime bien, j'essaie de plus en plus en tout cas d'essayer d'intégrer le joueur à l'ambiance au moment de telle action ou à tel moment du match. Et c'est sûr que c'est pas évident quand il n'y a pas de public parce que au moment d'un but, quand t'as le public qui est levé derrière, dans le fond, c'est sûr que c'est beaucoup plus esthétique qu'une tribune vide, ça c'est sûr. Et puis, même les joueurs expriment moins cette rage après avoir marqué un but. Cette rage, je sais pas si on peut appeler ça de la rage, mais cette d'émotion en général. Ouais, expriment moins leur émotion quand il n'y a pas de public, ça c'est sûr. Donc, les images dégagent moins de choses, ça c'est sûr, quand il y a personne dans le stade. Est-ce que t'as été testé toi pour pouvoir rentrer à Francis-le-Blé hier, mercredi plutôt? Non, j'ai pas été testé. Après, on met en place les gestes barrières comme partout. On évite de les contacts, évidemment. On garde les distances pour la situation actuelle. C'est sûr, il faut que tout le monde joue le jeu, surtout quand on entend que dans certains clubs, on retrouve des cas, donc on peut pas passer à côté de ça. Vigilance maximum au niveau du masque, gestes barrières, toujours se laver les mains évidemment, quoi. Mais on évite les contacts évidemment. Moi, je rebondis un petit peu sur la réponse à la question précédente lorsque tu disais faire des plans plus serrés parfois, etc. La rage du buteur. Justement, lorsque tu es en condition de match et qu'il y a un but qui est marqué, déjà d'une part, comment toi tu réagis, parce que effectivement tu peux pas être dans l'émotion et sauter de joie parce que sinon tu rates tout ce qui est important. Et comment est-ce que tu choisis? Est-ce que tu prends en photo le buteur? Est-ce que tu profites justement de l'émotion du public? Bon là il y en aura pas pendant un moment, donc le choix sera peut-être plus simple. Mais est-ce que tu choisis le buteur, l'équipe, la réaction collective, le public qui est à côté, je sais pas, l'entraîneur, le banc de touche? Comment est-ce que dans ta tête ça se passe? Quel choix tu fais? C'est instinctif ou tu te dis le premier but je prendrais plutôt le buteur, si on a un deuxième plutôt le public? Est-ce que tu as un plan dans ta tête, un schéma, ou c'est le match qui te guide en fait? Pour le but, la frappe, c'est toujours plus sympa de l'avoir quand il y a un but. Ça c'est sûr que on se dit tiens, ça c'est le but. Ensuite pour l'émotion, on a tendance à se fixer vachement sur les joueurs parce que les joueurs ils peuvent très bien aller au poteau de corner à l'opposé de nous et aller célébrer avec le public, mais pas du tout à l'endroit où on se trouve. Donc dans les cas comme ça, on se dit tiens, on va essayer de l'intégrer dans le stade avec les spectateurs et tout. Et puis par contre quand il vient vers nous là, on essaie de faire des plans serrés ou même essayer de l'intégrer avec la tribune dans le fond. Mais faut être rapide, faut être vif parce que la célébration ça dure vraiment
enfin c'est très très court, donc faut pas se louper et faut de temps en temps on assure peut-être un peu trop la chose et à faire un gros plan serré sans y ajouter l'ambiance avec les tribunes derrière, donc ouais, mais principalement c'est on lâche pas le joueur, on essaie d'avoir le joueur quoi, et puis s'il est plus loin on essaie de l'intégrer vers l'endroit où il se trouve avec tribune, le banc ou quoi, mais sinon après c'est le joueur principalement, enfin pour moi en tout cas quoi. Tu dis voilà, parfois les joueurs vont célébrer à l'opposé de nous, etc. Comment est-ce que vous êtes placés, vous les photographes, parce qu'il y a les photographes aussi de la ligue, j'ai l'impression. Comment est-ce que on vous détermine la place? Toi, tu dis souvent que tu vas derrière les buts, c'est libre, vous allez où vous voulez, ou vous marchez parce que vous pouvez peut-être aller à plusieurs endroits sur une mi-temps ou quoi, ou alors est-ce qu'on vous donne un poste, enfin un endroit fixe duquel vous ne devez plus bouger pendant tout le match? On a des emplacements pour attribuer pour les photographes. Je sais pas si vous avez fait attention devant la tribune déjà à Quimper. Il y a toute une ligne rouge. Je sais pas si vous avez fait attention sur la partie synthétique du bord du terrain. Toute une ligne rouge et nous on doit rester derrière en fait. Derrière cette ligne rouge. D'accord. Notre emplacement c'est là. Ensuite on n'a pas le droit d'aller sur les côtés du terrain. C'est réglementé. Donc c'est uniquement derrière les buts? Ça dépend des stades en fait, parce que à Brest par exemple les panneaux publicitaires, enfin les panneaux LED sont très proches des tribunes, donc on peut pas se mettre derrière, donc sur les côtés c'est très compliqué, on est devant déjà les panneaux de pub et puis la distance entre la touche et les LED est déjà très très petite, donc je pense que question de sécurité il nous évite, pour la sécurité je pense plus que pour la pub qui nous disent de pas aller sur le côté parce qu'on est relativement assez proche du terrain quoi. Mais sinon dans les autres stades c'est derrière la pub ou derrière le... Peut-être juste si on recentre rapidement sur ton parcours personnel, au final comment on rentre au Stade Brestois en tant que photographe? En gros j'ai commencé à faire des photos au foot de mes frères. Ensuite, voilà, j'ai rencontré du monde du Télégramme. Je suis devenu correspondant au sport du Télégramme, en tout cas pour la partie brestoise et Nord Finistère en général. Et ensuite, je me débrouillais. J'arrivais à sortir quelques clichés quand j'allais à des événements sportifs. Le Télégramme était plutôt content de moi, donc voilà. Le Stade Brestois cherchait des photographes pour également tout ce qui est la partie événementielle d'un match de foot. Évidemment, il y a des espaces pour les partenaires, etc. Donc faut couvrir ça aussi. Et l'ambiance en général, il y a des opérations qui sont faites à l'oblé, des fois des thèmes pour les matchs. Donc tout ça faut couvrir. Et puis il y avait besoin d'un coup de main, d'un photographe supplémentaire, donc voilà, mon frère étant au club a parlé de moi, j'ai dit oui tout de suite quoi. Donc voilà, au début je donnais des coups de main dans les espaces pour les événements comme ça, comme on peut voir dans du style soirée Halloween au stade, des choses comme ça. Et puis ensuite de fil en aiguille, j'étais plutôt content de mon travail et puis ensuite je faisais les matchs et voilà où ça m'a mené aujourd'hui quoi. Et du coup, pour continuer sur ton parcours, deux questions en une finalement. Quelle est en fait ta formation, toi? Est-ce que c'était un rêve de devenir photographe? Est-ce que photographe aujourd'hui c'est ton métier? Est-ce que tu en vis concrètement? Ou est-ce que c'est plutôt un à côté de quelque chose que tu fais au quotidien? Non, en fait, moi j'ai un bac pro système électronique et numérique, tout simplement, et la photo ça m'est venu comme ça, on va dire. C'est ça, je prenais en photo mes frères au foot en fait, D'accord. qui dans la région brestoise, et puis j'ai voulu m'améliorer là-dedans, puis je prenais du plaisir à faire ça, donc voilà, puis je me suis dit tiens pourquoi pas faire ça à côté de ce que je fais, et puis si jamais un jour j'arrive à en vivre, ce serait génial, mais pour le moment photographe, on va dire que faut oser se lancer, et puis j'ai peut-être pas encore osé me lancer entièrement là-dedans dans la photo à plein temps, donc voilà, mais pourquoi pas quoi. Mais je pense que le Stade Brestois ça peut être un bon tremplin pour toi.
ça fait quand les gens disent ah tiens c'est le photographe du stade, ça fait son petit effet. Je pense que ça me fait un joli book si je me propose en tant que prestataire sur d'autres types d'événements, ça c'est sûr. C'est plutôt très avantageux pour moi. C'est clair. Un bac pro réalisé à la Croix-Rouge peut-être? Non, bon. On peut arrêter ce podcast tout de suite. Non, tu disais que tu faisais des photos pour le Stade Brestois. Est-ce que ça t'arrive d'aller à l'extérieur aussi avec l'équipe? Oui, ça m'est arrivé de faire des déplacements déjà dans plusieurs stades. Et est-ce qu'il y a des stades qui t'ont marqué en particulier ou des stades que tu aimerais faire particulièrement? Les stades qui m'ont marqué, Bordeaux, plus pour le stade en lui-même. L'ambiance, après, c'est un grand stade. Il était pas très rempli contre Brest, donc ce qui est dommage parce que c'est vraiment un beau stade. Enfin, moi j'aime bien en tout cas esthétiquement, je trouve que c'est un beau stade. Rennes, le derby rempli était vraiment très sympa. Et puis les ultras brestois ont aussi donné de la voix, donc c'était sympa. Louis II, ce qui peut paraître bizarre, je trouve ce stade beau, mais c'est pas un stade de foot malheureusement. Ouais, c'est vrai qu'il de l'extérieur, en tout cas, quand on le voit à la télé, son architecture est plutôt particulière. Tout ce qu'il y a autour aussi, la mer, les falaises, la ville de Monaco. C'est original. Est-ce qu'il y a des soirées, des matchs qui t'ont marqué? J'imagine que quand on arrive sur ton profil Twitter notamment, ce qui frappe, sont les fumigènes dans les mains de Gauthier Larsonneur. Donc j'imagine que la montée, ça a été un souvenir assez intense pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres matchs comme ça, d'autres soirées autour du Stade Brestois qui t'ont marqué particulièrement? La montée, ça c'est sûr. Je pense que ça a marqué tout le monde. Surtout moi, en tant que photographe, être au cœur de la chose, c'est sûr que ça marque. Sachant que ça va très vite dans ces moments-là. C'est très rapide. Donc les souvenirs, c'est très. La soirée était très brève parce que à prendre des photos sous la pluie tout le temps, on court vite à droite à gauche et puis on voit pas la soirée passer. Donc quel match a pu me marquer? J'ai mis quoi dans un petit derby? Ouais, Brest-Lorient, le dernier à domicile là, quand Bello marque, ça c'est fou. Ça c'était magique, surtout que Charbot fait son geste technique juste devant moi, tellement proche que je peux pas dézoomer suffisamment pour prendre la photo. Donc j'ai un peu les boules sur quand je revois le ralenti, je me dis j'ai pas la photo de ce moment-là précis, mais après la joie, Bello passe devant moi, j'ai une super photo et puis ça a fait la photo de l'affiche du match suivant, tellement j'étais content. J'étais fou après ce match-là. Donc comment est-ce que tu fais pour capter des émotions chez un joueur ou dans un public? Est-ce que tu as des petits des réflexes particuliers de photographe? C'est-à-dire est-ce que tu sais qu'après un but ce sera plus simple, ou quand un joueur est fatigué, se blesse, est-ce qu'il y a des moments que tu essayes vraiment d'enregistrer, d'immortaliser en particulier? Voilà, comment est-ce que tu essayes vraiment tout simplement de faire rejaillir grâce à tes photos l'émotion d'un match de foot? Parce qu'un match de foot, c'est du mouvement. Et toi, avec tes photos forcément arrêtées, tu arrives quand même à transmettre, je trouve, quelque chose. Enfin, il y a quelque chose dans ces photos quand on les regarde qui se passe. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, si je fais une photo avec mon téléphone, elle sera minable, quoi. Tandis que toi, il y a l'impression qu'il y a toujours quand même quelque chose qui ressort d'intéressant. Comment est-ce que tu fais? C'est quoi je veux pas copier, bien sûr, mais c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce que tu mets en place pour justement pour rendre tes photos si sympas à voir. Par exemple, quand au moment d'un but, on voit plus ou moins les affinités avec le joueur, ou puis même où d'où la passe est venue, par exemple, faut anticiper ça aussi, se dire tiens, il a eu, on lui a servi un caviar, faut savoir, faut voir d'où il vient et anticiper parce qu'il peut partir célébrer le but avec le passeur, donc faut anticiper la chose, essayer d'intégrer les deux, essayer d'intégrer le public, c'est toujours sympa.
voire même le banc, même si c'est plus compliqué parce que le banc est loin du but, mais faut anticiper. C'est assez vague comme réponse, mais faut anticiper. Quand il y a des fois on me voit courir à fond derrière le but parce que le joueur a marqué et a été célébré de l'autre côté, on essaie d'être toujours plus proche et puis d'intégrer quelque chose autour, quoi. Et essayer d'intégrer au moins une tribune, avoir un angle, avoir un projecteur, choper quelque chose, quoi. Mais c'est sûr que c'est à l'instinct, quoi, sur le moment. Moi, j'ai aussi sur l'émotion, parce qu'il y a l'émotion des joueurs, l'émotion du public. Donc parfois, on a des matchs où on est à 15 000 personnes à Leblé. Brest marque, c'est évidemment l'euphorie, ou même la montée contre Niort. Est-ce que c'est pas dur de rester un peu, je dis pas insensible, parce que je pense que l'émotion, tu la ressens aussi, tu la vis, mais de rester froid face à, voilà, il y a un public et un stade en folie, et toi, tu dois être très concentré sur ton boulot, prendre les photos, voilà. Est-ce que t'as pas envie de sauter de joie quand Charbonnier ouvre le score face à Niort, comme tout le monde, quoi, quelque part? Faut pas se laisser le temps pour ça, parce que c'est à ce moment-là que tu loupes les images du match, quoi. Donc, faut rester concentré, même si ça m'empêche pas des fois d'encourager les gars quand ils sont pas très loin ou quoi. Je suis supporter du stade comme vous, donc voilà, c'est sûr, mais je te pose la question pour ça, justement, si t'es supporter. Moi, je sais que j'étais comme je suis supporter, j'aurais boire mon appareil photo. Si Charbonnier marque, bon, la photo, tant pis, quoi, je veux dire. Ah oui, non, faut pas lui sauter dans les bras parce que déjà, à la sécu, on va me regarder bizarrement. Et ensuite, ma mission, c'est de capturer ces moments-là. Donc, si j'oublie de remplir ma mission, moi, ça va pas aller derrière. Mais c'est sûr que moi, je serais tout aussi content en ayant sorti une belle photo qu'en ayant, c'est sûr, en célébrant à ce moment-là. Mais je serais d'autant plus fier en sortant une photo et en étant heureux du but que juste en sautant de joie. Mais ouais, faut rester attentif, quoi. Donc avec ça, non, il n'y a pas de souci. On est impatient qu'il y ait un but pour le prendre en photo, donc on lâche pas l'appareil après quand ça arrive, quoi. Est-ce que le club te fait des demandes particulières ou alors t'interdit des choses en particulier? Et deuxième question dans ma question, tout à l'heure, Quentin, tu parlais de la photo de Gauthier Larsenin avec les fumigènes qui est peut-être une de tes plus réussies, en tout cas celle que les plus marquantes. Voilà. Est-ce que le club te demande de prendre en photo les fumigènes pour en faire après tout ce qui est promotion, parce qu'on sait que derrière c'est quelque chose qui est interdit dans les stades. Est-ce que toi t'as des demandes justement d'insister là-dessus, ou au contraire de ne pas les montrer par exemple, ou d'autres choses à ne pas faire ou à faire? Ou alors est-ce que tu es très libre dans ta pratique de photographe au stade? Non, c'est assez libre, hein. J'ai pas de demande particulière. Évidemment, quand il y a un tifo qui sont toujours très réussis. Évidemment, il est bon, il a envie de se faire bien voir. Il veut pas recevoir de sur la tête la semaine prochaine. Quand il y a des tifos, c'est sûr, on nous demande de les prendre en photo, mais après, sinon, le public, sur une action comme la marée rouge, évidemment, là, on nous demande plus de canarder le public, mais sinon, non, j'ai pas de requête particulière. Je fais mon taf, voilà, et je prends en photo les buts, ressortir des beaux clichés, quoi, principalement, mais j'ai pas de requête particulière à ce niveau-là, quoi. D'accord. Et peut-être un peu plus sur les matchs amicaux, par exemple, quand il y a des recrues. Ouais, les recrues, évidemment, quand il y a des nouveaux joueurs, pas hésiter à les shooter parce que, évidemment, on va les montrer avec leur nouveau maillot, etc. Donc ça, c'est sûr, faut pas oublier les nouvelles recrues quand il y a des amicaux, etc., quoi. Et justement, tu appuies sur un bouton et du coup, tes photos ensuite sont partagées par le stade ou par toi-même sur tes réseaux sociaux, des clichés qui sont marquants. Et il y a des choses parfois qui sont un peu dérangeantes. On voit notamment des gars sur Internet qui partagent des articles de presse en entier, qui les republient sur leur compte pour éviter. Enfin voilà, c'est quelque chose qui se fait pas. Est-ce que toi, tu souffres aussi de ce plagiat aujourd'hui via les réseaux sociaux, de tes photos que tu retrouves à droite à gauche, sans avoir eu demandé, ton autorisation, sans être crédité ou quoi? Que d'une part ça arrive, est-ce que ça te dérange? J'imagine que oui. Avec les comptes style fan page, tout ça, bon, j'ai un peu de mal dans le sens où ils reprennent évidemment le contenu. Après, c'est le contenu c'est les photos qui appartiennent au Stade Brestois après derrière. Donc ça, j'ai pas forcément mon mot à dire, mais voir que des mecs refont exactement la même chose, la même actualité que la page du club en utilisant mes photos sans rien demander à personne, c'est sûr. Moi, je fais les photos, c'est pour le club et puis c'est pas pour quelqu'un d'autre. Et puis je vais voir que c'est utilisé pour faire des montages, etc. Je me dis,
mince. Voilà quoi. Mais ouais, j'ai un peu de mal avec ça. Il m'est déjà arrivé de voir que je faisais sur mon compte personnel, je faisais des fonds d'écran avec, enfin, je rognais juste et je mettais ça en story sur Instagram par exemple. Et je vois que derrière il y a une page qui reprend exactement la même chose, qui dit tiens voilà mes fonds d'écran et tout. On sait bien que c'est pas lui qui les a pris en photo, mais bon, le concept, enfin, moi j'ai essayé de faire un truc original et puis derrière, voilà, c'est des choses comme ça qui titillent un petit peu quoi. Donc voilà, mais ouais, c'est sûr que comme les articles, on n'apprécie pas que son travail soit comme ça. Après, c'est sûr, il y en a qui partagent, qui disent tiens, photo Gauthier Leroux et tout. Ils sont contents. Et puis les photos, c'est pas comme si je les partageais pas déjà. Donc c'est sûr, il y a des fois ça titille un peu, mais bon, on va rien dire parce que sinon on n'en finit pas quoi. On parle jusqu'ici beaucoup du club, mais est-ce qu'au final, des fois, tu as des joueurs qui viennent te voir pour te demander de prendre telle ou telle photo, ou si même s'ils peuvent utiliser certaines de tes photos? On pense notamment à Heriberto qui a partagé beaucoup de ses photos, même du dernier amical. Ils sont en contact avec toi ou ils se servent un peu sans... Non, ils voient ça directement avec le club. Après, il y en a certains qui viennent me demander après, mais moi je leur envoie de toute façon, je leur envoie eux comme j'envoie au club de toute façon. Donc j'ai pas de demande particulière, non, c'est juste après le match, tiens, t'as des photos du match et puis voilà, j'envoie quoi. Rien de plus quoi. Et puis surtout là on parle d'Heriberto, mais il vient d'arriver, donc normal, il a envie d'annoncer, enfin comme tous les joueurs, j'ai envie de dire, tiens, j'arrive dans un nouveau club, surtout lui qui arrive de loin, donc il a envie de montrer un peu, tiens, je suis là, quoi. Ce qui est logique, mais non, j'ai pas de demande particulière avec ça, sinon. C'est quoi ta journée de match, toi? Tu dois arriver beaucoup plus tôt ou c'est un peu comme un amateur où c'est bon, t'arrives 10 minutes avant et ça passe? Non, c'est pas comme en amateur, hein, du tout. C'est dans un club pro déjà, il y a des choses en place qui font que il y a des partenaires, il y a des comment dire, des événements qui sont créés du style la soirée Halloween par exemple, qu'il faut couvrir par exemple quand il y a des animations, etc. Donc faut venir plus tôt pour prendre ça en photo. Il y a des espaces à couvrir aussi, donc faut arriver beaucoup plus tôt. Faut se préparer bien avant d'aller au match afin d'avoir ses batteries pleines, ses cartes mémoire vidées pour avoir de la place, pour pas se retrouver dans la panade avec une carte pleine au moment du but. Ça pourrait être embêtant. C'est comme si nous on oubliait d'enregistrer notre entretien, quoi. Ce serait con. Par exemple. Non mais voilà. C'est bête quoi. Ensuite, après le match, faut envoyer au moins une série de photos après. Faut retourner dans les espaces, etc. Et puis la journée passe très vite. Enfin, en tout cas la fin de journée, parce que souvent les matchs sont en soirée, donc ça passe très vite. On n'a pas le temps de se poser et c'est fatigant. C'est assez fatigant comme journée vu qu'on court partout, quoi. Mais il faut arriver très tôt avant le match et très tard. Faut partir très tard après le match, quoi. Tu es photographe donc freelance. Est-ce que tu fais d'autres photos que peut-être le Stade Brestois? Alors oui, puisque tu travailles aussi un peu avec le Télégramme. Mais est-ce que tu fais des photos autres que le sport, par exemple? Non, mais j'aimerais m'y mettre. Parce que il y a autre chose à voir que le sport dans la photo, donc ça c'est sûr. Et puis même après pour moi personnellement, je fais des photos de paysages. Voilà, pour mon plaisir. Et puis même j'essaie de me mettre un petit peu au portrait, mais non, c'est des choses que j'essaie de temps en temps, quoi. Mais après, ça prend du temps déjà tout le sport le week-end entre le stade quand il y a des matchs à domicile, voire même à l'extérieur, ça prend encore plus de temps. Et correspondant pour le Télégramme aussi, ça prend du temps tout ça le week-end. Et puis la semaine au boulot, quoi. Donc j'ai pas trop le temps de faire autre chose, même si j'aimerais, mais on fait pas toujours ce qu'on veut, donc voilà. Tu as pu te tester sur les photographes d'orage il y a pas très longtemps. Est-ce que ça a été un succès ou pas? On peut voir tes 2-3 résultats sur tes réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'étais plutôt content de moi pour un essai comme ça depuis ma fenêtre. Donc voilà, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le coin, enfin qu'on n'a pas l'habitude. Il y en a rarement dans le coin, donc
quand on a l'occasion de s'essayer, ce serait bête de pas le faire parce que il y en aura pas avant un moment la prochaine fois. Donc voilà. Et puis j'étais plutôt content de moi. Je me dis bon, la chance du débutant peut-être, mais non, j'étais plutôt content de mes photos. Oui, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. L'occasion de rappeler que l'expression tonnerre de Brest n'a rien à voir avec le tonnerre. Voilà, c'est très important. Évidemment. Les gens pensent ça parfois et c'est rien à voir. Voilà. Oui, non. Contrairement à Brest-Tonnerre. Il y a tout à voir. Voilà. Moi, j'avais une dernière petite requête, je pense, pour toute la communauté brestoise qui écoute ce podcast. Est-ce que lorsqu'il y aura le Brest-Lorient et que Brest s'imposera facilement face à Lorient, est-ce que tu pourras prendre en photo un portrait de Loïc Ferry, s'il te plaît? Juste pour que je la conserve, je la ferai agrandir chez moi et je la mettrai en portrait, je pense, au mur. De voir Loïc Ferry complètement dans la sauce, ça me ferait plaisir. J'essaierai de le trouver. Ah, merci. Un grand merci, Gauthier. Merci à vous. Même pour nous, c'est pas mal instructif parce que voilà, on connaît ce que tu produis, mais voilà, derrière, il y a un homme finalement. Derrière l'appareil, il y a un homme, c'est ça? C'est ça. Donc, on va te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Est-ce que tu veux peut-être donner tes réseaux sociaux si les gens veulent te... Ou ton RIB, je sais pas si éventuellement t'as été optimiste. Allez le RIB. Tes réseaux sociaux si les gens veulent te contacter pour voilà, vu que t'es freelance, si jamais ils ont un mariage ou je ne sais quoi. Eh ben pourquoi pas. Alors mon compte Instagram c'est Gauthier avec un H, LR tout simplement, les lettres de mon nom de famille. Et après sur Twitter, ce nom, je l'assume pas vraiment. Je l'ai fait il y a longtemps, donc voilà. Mais c'est Roucool, ROUC2OL5. Voilà. Évidemment, grand fan de Pokémon, d'ailleurs, famille. Bien sûr, évidemment. non, c'est parce que, voilà. Non, on dira pas pourquoi. Juste pour un dernier petit truc, on a peut-être des photographes qui nous écoutent, des photographes un peu plus amateurs que toi. Au niveau du matériel, qu'est-ce que tu utilises? On va dire que en gros j'ai 2 appareils photo sur moi avec 2 objectifs différents afin de pouvoir capturer on va dire les événements si admettons le joueur il va à l'opposé du terrain, c'est bien pratique d'avoir un zoom et puis s'il est proche d'avoir un grand angle pour pouvoir capturer les moments où il est plus proche de nous quoi, tout simplement. Et au niveau de la marque, c'est du comment? C'est du Nikon. On a le droit de citer les marques. Devenir ambassadeur à Nikon avec Tonnerre, ça pourrait être pas mal. Ah bah, oh là là, on ne demande que ça. Un grand merci Gauthier. À une prochaine sur le terrain ou pas. Lui, il sera en tout cas. Ouais, bien sûr. Tu seras à nos yeux peut-être, puisque nous on pourra peut-être pas aller au stade, donc profite bien. Ouais. Peut-être pas tout de suite non plus, je sais pas du tout. Franchement, je suis impatient de retrouver du monde dans les tribunes, donc voilà, moi aussi je suis... on est impatient de te retrouver aussi, donc sympa. Oh, c'est gentil. Allez Gauthier, bon week-end. Ouais, merci à vous. À une prochaine. Salut. Bas de la croisière et dans la blanche baleinière, Jean-Boué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.